Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting du 11h, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le 13 avril 2016, une session donc en deux parties en termes de volatilité. D'abord les ventes au détail aux États-Unis à 14h30, alors moi je serai avec vous à 14h15 pour les suivre. Ça va créer de la vol sur les paires en dollars alors que la plupart d'entre elles se positionnent sur des seuils techniques intéressants. AUD, USD, NZD, USD test des hauts de range, ils peuvent passer. Les devises matières premières sont soutenues. USD CAD confirme ou pas aujourd'hui la cassure des 1,2830. Moi je pense que ça confirmera, mais on verra en même temps. Rien n'est acquis. Mais je vais quand même dérouler un certain nombre d'arguments en faveur de davantage de baisse. L'euro-dollar, faut-il se positionner long sur 1,13, 1,1320? Alors moi je vais vous présenter là aussi des arguments et puis du money management. Les indices boursiers, rappelez-vous, la fameuse divergence haussière standard du DAX de vendredi dernier qui continue d'influencer les cours. Pour le coup, chez DailyFX France, nous sommes dans la tendance depuis vendredi dernier. Et je me posais la question lundi d'un point bas swing en Europe. Je pense que là, le marché nous a répondu. Donc, pour l'instant, je dirais que du côté des tendances, nous sommes sur le bon chemin. Que faut-il faire? Que faut-il faire maintenant? Alors, donc pour le calendrier économique, donc les ventes au détail, et puis je vous parlais d'une seconde partie de séance. Ce sera bien sûr les stocks de pétrole aux États-Unis et surtout donc à 16h la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada et à 17h15 la conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale du Canada. Je fais le tour d'horizon des indices boursiers, la bourse de Londres qui sort par le haut d'un range qui a duré plusieurs semaines, là aussi il y a du potentiel. En Europe, c'est bien ce qu'on fait. Tout a donc démarré vendredi dernier, techniquement parlant, avec cette divergence haussière standard qui était propre en H4 sur le DAX. Qui a été activé précisément vendredi à 9h00, donc lorsque le marché a clôturé en H1 au-dessus des 95,19, c'était le signal d'achat sur le DAX. Et depuis, donc la divergence se confirme, mais plus que ça, on a dépassé 50, on a pris appui sur 50, on arrive sur 70. Alors la phase haussière, elle est mature. On a dépassé 95, 97,50, ça c'était aussi une conviction que j'avais. On est sorti par le haut du fameux range MM20, MM50, H4. On a réintégré le range 97,50, 10 000. Et donc là, en l'état, on va chercher 10 000, peut-être même 10 100. Voilà, c'est les zones d'excès là, de mars et 30 pas. Il n'y a aucun timing pour acheter maintenant, c'est ingérable. Hein. En money management, on y est ou on n'y est pas. Mais en même temps, il y avait beaucoup quand même d'arguments techniques pour y être depuis vendredi dernier. Maintenant, c'est ce que j'appelle du suivi de tendance, du stop win pour ceux qui veulent rester dans le marché. 10 000, c'est quand même un niveau important qui peut créer une consolidation intraday, sauf que le marché n'a pas encore fait précisément 10 000, mais je pense qu'on peut aller les tester. La bourse de Londres, c'est propre en swing trading, le FTSE 600 qui en plus est bien pondéré en valeur financière et en valeur matière première. Dans le FTSE, vous avez les plus grosses compagnies pétrolières d'Europe et vous avez aussi les plus gros producteurs de métaux industriels. Donc voilà, le marché en profite. On a eu entre le 1er mars et le 12 avril 5 semaines, 6 semaines de transition latérale sur Lucas 100. Cassure technique hier, prise d'appui sur MM50, c'est haussier, je vise 6400 sur le FTSE, voire même 6428. Il y avait sur le RSI une divergence haussière cachée qui était propre début avril. On prend appui sur 50, on remonte. Je suis optimiste encore sur le potentiel de la bourse de Londres. 6004 et 6430. Bon, ça vous fera votre DAX à 10 000, voire potentiellement d'ici la fin de la semaine, votre DAX à 10 100 points. Les indices boursiers de la zone euro ont donc réagi sur des niveaux de retracement de la première phase de rebond. Alors c'était celle qui avait eu lieu entre le 11 février et le 10 mars. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a une tendance là qui peut se poursuivre jusqu'à vendredi. Après forcément il va falloir prendre des bénéfices parce que bon, bah voilà, le marché se projette énormément sur dimanche prochain, la réunion à Doha des principaux pays producteurs de pétrole. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, il ne faut pas les exclure. Le scénario d'un non-accord, égoïsme général, chacun pour sa peau. Et autant vous dire que l'indice est gap baissier partout. Il y a le cas de figure d'un accord à minima, c'est plutôt ce qui se passait ces dernières semaines, certains pays qui ne souhaitaient pas signer. Et puis, ce qui serait le plus favorable au risque, au pétrole, aux indices boursiers et au renforcement des devises matières premières, c'est l'accord général. Donc tous les gros pays de l'OPEP, plus la Russie, plus les États-Unis, peut-être les États-Unis en tant qu'observateurs, mais malgré tout,
peut-être aussi en membre signataire, on verra. Et là, dans la foulée, c'est un pétrole qui remonte à 50 dollars et un USD4 qui tombe à 1,25 et des marchés actions qui montent, ainsi que des cassures de résistance sur AUD-USD et NZD-USD. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, il y a d'ici vendredi encore des tendances à suivre. Les paires en yens cette semaine, c'est stand-by. Elles profitent de l'attrait pour le risque, retracement, rebond. C'est pas terminé cette semaine, je ne m'y intéresse pas comme évoqué en début de semaine. Alors, les indices boursiers, Eurostoxx 50, c'est propre. On a donc eu une belle reprise sur 61,8% de retracement. Voilà, je monte un peu le son, ça sera mieux. On reprend les MM, les moyennes mobiles simples, les principales, on casse ici la trendline. Bon, moi j'ai un scénario en fait de remontée du Stoxx à 3090, ce qui nous donne sur le CAC 40 une remontée en direction du cours de clôture ici, la Fed, c'était 4500, voilà. Ouais, tout comme on peut viser 6004 à la Bourse de Londres, on peut viser 4500 points sur le CAC 40 avant vendredi, hein. Enfin ça c'est clairement un scénario qui est envisageable. Alors, un marché action qui n'a jamais cédé, c'est Wall Street, mais ça on le sait, c'était le marché le plus fort dans les 6 semaines de chute du début d'année, puisque jamais les indices boursiers américains n'ont cassé de support, notamment le SP500 qui a toujours tenu son support majeur à 1800 points. C'est le seul marché qui en mars a créé des figures de creux standards en chartisme, des double bottom, notamment le SP500 sur 1800 points. Et depuis, c'est donc une phase haussière qui est impeccable. Prise d'appui sur MM20 jours, divergence haussière cachée sur SP500 US30, reprise d'appui sur 50, c'est haussier. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur le SP500? Eh bien, je pense une remontée vers 2100 points. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Une remontée vers 2100 points, ce qui vous donne un CAC à 4500, une bourse de Londres à 6004, etc., etc. Et donc un Dow à 18 000 points, les fameux, enfin c'est 17 977, et pourquoi pas envisager un US30 à 18 000 points. A contrario, le Bund recule. J'ai interrompu en début de semaine la stratégie d'achat que je vous avais proposée au lendemain de la BCE, donc je pense avoir eu raison puisqu'on a fait 2 séances consécutives de baisse et je n'y reviens pas pour le moment. Tokyo qui rebondit aussi naturellement cette semaine, attrait pour le risque, rebond des paires en yens, la bourse de Tokyo qui rebondit sur son support à 15 523, un support qu'elle n'a jamais brisé, le marché remonte. Les bons chiffres aussi du commerce extérieur en Chine, forcément, ça entretient la donne. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager comme objectif de cours sur le rebond du JPN 225? Écoutez, je vous propose cette lecture technique qui est donc celle d'un triangle, voilà, qui est propre, et je pense que là, on va chercher la partie haute. Voilà. Le niveau horizontal, je le retire. Donc voilà, ça d'un point de vue technique, en données journalières, c'est ce qu'on peut envisager sur le Nikkei. Donc ça vous donne une remontée vers... attendez, si on va jusqu'au point de cassure, là c'était quoi le point haut? 16 800. 16 790, 16 800. Alors, le marché des changes. Les paires en dollars canadiens cette semaine, forcément, avec des signaux techniques qui sont propres. Alors, le marché anticipe beaucoup l'impact aujourd'hui de la Banque centrale du Canada et surtout la façon dont elle se projette, notamment sur les perspectives du prix des matières premières industrielles, même des matériaux de base en fait, puisque le Canada exporte beaucoup, notamment vers les États-Unis. Pendant longtemps, l'USD-CAD se résumait aux échanges entre les États-Unis et le Canada. Maintenant, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, dans les paires en yens, il y a un leader, c'est l'USD-yen. Dans les paires en CAD, il y a un leader, c'est l'USD-CAD. Cette semaine, beaucoup de cassures techniques, des cassures de support sur GBP-CAD, des cassures de support sur EURO-CAD et sur USD-CAD. Peut-on aller plus bas? Moi, c'est ma conviction. Après, généralement, on ne traite pas une session de banque centrale, donc aujourd'hui c'est une session de banque centrale puisque la BOC intervient, en tout cas s'exprime à 16 heures, elle ne va pas forcément prendre de décision. C'est pourquoi je pense que l'essentiel de la volatilité aura lieu entre 17h15 et 18h à la conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale du Canada ainsi que sa lecture macroéconomique. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur l'USD-CAD? Écoutez,
moi je vois bien ci et là, donc parmi les analystes, qu'il y a un certain nombre d'analystes qui doutent du potentiel de baisse de l'USD-CAD. Bon, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant rien ne permet d'en douter puisqu'on continue de faire des nouveaux plus bas, qu'on casse des supports et surtout observer la structure, la distribution du volume d'échange. Alors bien sûr que c'est pas le volume mondial du FX, mais c'est quand même le volume des trades enregistrés chez FXM. Ça reste quand même le plus gros broker FX aux États-Unis. Et puis moi j'utilise beaucoup cet indicateur de volume et je le trouve très souvent représentatif de ce qui se passe sur le Forex. Donc j'y accorde ma confiance. Regardez comment se distribue le volume avec les bougies japonaises. Bon, dès qu'on a un choc, il y a du volume. Dès qu'on est en congestion, il ne se passe plus rien. Là, on a eu énormément de volume sur les jambes de baisse. Et depuis, regardez, rebond, il n'y a personne qui trade. Honnêtement, regardez, dans la petite reprise de l'USD-CAD, il n'y a pas de volume. Donc, je vais aller jusqu'au bout de la conviction, qui consiste à dire que ce marché a du potentiel de baisse. Alors j'étudie aussi cette hypothèse d'une divergence baissière cachée, mais c'est du H1, donc je vais pas non plus trop m'emballer, puis c'est pas non plus très très propre. Mais j'ai aussi l'expérience des décisions de politique monétaire de la Banque centrale du Canada depuis le début de l'année, et généralement elles ont un impact qui renforce le dollar canadien. Et enfin, le dollar canadien appartient à la catégorie des devises matières premières, qui là bénéficie des bons chiffres en Chine, bénéficie aussi de cette perspective de voir un accord entre les principaux pays producteurs de pétrole. Alors ça fait beaucoup de perspectives, mais le marché développe des tendances sur des anticipations. C'est pour ça que je pense qu'il faut trader dans ces phases d'anticipation, et lorsque le jour J arrive, on encaisse, on regarde, on comprend ce qui se passe, et on revient le lendemain sur le marché. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et je pense que c'est aussi une façon de limiter le risque. Donc, l'USD-CAD peut-il baisser davantage? Je le pense. Après, il faut toujours avoir un doute ou une invalidation. Donc, j'invalide complètement ma conviction si le marché reprend 29. Voilà. Au-dessus d'un 29, j'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de cassure. Donc, on verra cet après-midi avec la Banque centrale du Canada. Mais on peut aussi envisager donc une nouvelle jambe de baisse. Après, c'est quand même toujours risqué de trader en banque centrale. Donc clairement, hein, si vous craignez la volatilité réalisée propre à ce que sera celle de cet après-midi avec la Banque du Canada, hors marché, tenez-vous hors marché et résolument hors marché. Probablement plus prudent. Ou sinon, pas de levier. Hein, zéro levier. Il n'y a pas de casino, quoi. Et puis il n'y a aucune certitude, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi je pense ça que ça va se passer comme ça. En tout cas, voilà, donc si vous vous concentrez aujourd'hui sur les bougies horaires, bon bah il n'y a pas beaucoup de volume, on fait un petit range, peut-être une div baissière cachée en H1, on fait une phase latérale, et voilà, moi j'ai le sentiment que sous un 28-30, on pourrait choquer à nouveau, on est remonté à un 28-12. Bon, c'est une zone, je pense, de vente, 28-10, 28-30. On gère son risque au-dessus de 29,00. Et la cible que j'ai, c'est 27,20. Ça correspond au point bas du chandelier de cassure du 15 juillet 2015. Alors, on va parler de toutes les paires en dollars canadiens. Le GBP CAD qui continue de s'enfoncer. Je vous ai proposé une stratégie de vente, c'était le 6 avril, lorsqu'on a cassé le support à 1,85. Ça continue de baisser. Par contre, on revient sur un objectif de cours. J'irai pas au-delà. 1,8148, c'est un objectif de cours, c'est un support. 81,48 stand-by. Après, on peut carrément, enfin, on peut envisager la cassure du support. Il n'y a rien qui se met face à ça. Et l'approche prix momentum, même limite, tend à défendre la cassure du support. Parce qu'on a déjà une pré-cassure sur le RSI. Eurocad, c'est baissier, baissier, baissier et baissier, comme les paires en dollars canadiens. Signal de vente donné sur le taux de change Eurocad, c'était à la cassure des 1,4760. Je visais 1,44, et bien je vise toujours 1,44. Donc même 1,4388. Alors, les autres taux de change majeurs. Et le taux de change euro-dollar, zone de support 1,13, 1,1320. Voilà, c'est la zone que je surveille. Le marché, c'est certain que le marché tombe violemment dessus. Hein. Après voilà, l'idée c'est quoi? C'est la zone de prix moi qui m'intéresse de longue date. L'idée c'est quoi? C'est que si elle vous intéresse, bah faut savoir gérer son risque. Donc sous 13, c'est fini pour un stop proche. Moi j'irai jusqu'à 1,1260. Alors, je vous ai proposé sur le site un article que j'ai appelé 3 écoles de pensée technique s'affrontent. Je vous donne le lien.
Je vous invite à le lire parce que j'ai résumé ma pensée dedans. La première école de pensée pense que la divergence des politiques monétaires est toujours active et donc quand l'état 1,05, 1,15 reste le range et commence à approcher de 1,15, on peut aller à 1,05. La seconde école de pensée dont je fais partie a pris ses distances avec la divergence des politiques monétaires parce que j'ai observé que les nouvelles mesures monétaires de la BCE n'ont pas fait baisser l'euro, même l'ont fait remonter, ainsi que les nouvelles anticipations de la Fed. Et donc, alors on a fait un 14,63, mais j'ai toujours cette conviction qu'on peut aller précisément chercher 15,00. Et enfin, la troisième école de pensée a aussi pris ses distances avec la divergence des politiques monétaires, mais pense que 1,1463 est le point haut. Pourquoi? Parce que des gros vendeurs se sont présentés à proximité des 14,50, 15, il y a du volume. C'est une approche qui est surtout technique, que je comprends. Mais pour l'instant je n'en fais pas partie. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une étude des graphiques de long terme qui me font penser qu'au-dessus de 1,1260, et c'est jusque là que j'irai, au-dessus de 1,1260, croire en la capacité de l'euro-dollar de faire encore un plus haut marginal, donc précisément faire 15,00. Sous 1,1260, j'arrêterai complètement. Voilà, sous 1,1260, j'arrêterai, tout comme au-dessus des 1,2900, j'arrêterai sur le taux de change USD CAD. Les paires en yens remontent à l'image de l'attrait général pour le risque. Stand-by cette semaine sur les paires en yens. Je me focalise sur le RSI H4 qui remonte sur les paires en yens. Tant que le RSI H4 remonte sur les paires en yens, il ne faut pas les vendre cette semaine, absolument pas les vendre. Ça retrace. Quelle amplitude de retracement? On peut même envisager un USD Yen remonter à 111, puisque 111 c'était le support qui a été brisé. En tout cas, tant que le RSI H4, je m'en sers beaucoup en swing trading, n'est pas remonté tout en haut, et bien je me tiens à l'écart cette semaine des stratégies de vente sur les paires en yens qui de toute façon sont très corrélées aux indices boursiers. Et il y a clairement un potentiel de hausse encore sur les indices boursiers. Je vous ai donné tout à l'heure un certain nombre d'objectifs de cours. NZD-USD, AUD-USD, c'est haussier, ce sont les devises matières premières. Je vous ai proposé une stratégie d'achat en début de semaine sur le NZD-USD pour viser 0,6950. Je pense qu'il faut encore tenir le cap du potentiel du NZD-USD. C'est peut-être cette semaine qu'on aura enfin la cassure haussière du range et derrière envisager de remonter à 0,71$, même peut-être 0,7350$. L'euro-dollar s'approche de la fameuse ligne de tendance haussière que j'étudie depuis un certain temps. Si je zoome, elle passe encore plus bas. Elle passe à 1,1308. Donc ce serait le point, voilà. En tout cas, voilà, écoutez, moi j'irai jusqu'au bout. 1,1308, le point parfait, la ligne de tendance. Mais ça faut aussi accepter de gérer son risque. C'est-à-dire que si on ne réagit pas dessus, c'est que c'est pas le bon point. Et dans ces cas-là, il faut accepter 20, 25 points de perte financière et on passe à autre chose. Mais il faut aussi avoir des convictions et ne pas les oublier lorsqu'on s'approche violemment d'un point dont on parle depuis plusieurs séances. Donc la ligne de tendance, 1,1308, je peux même zoomer, on va être un peu plus précis, elle passe à 1,1308, 1,1309. Bah voilà, c'est celle qui m'intéresse, donc c'est celle sur laquelle j'envisage d'intervenir, je peux même probablement intervenir, et puis bon je vais stop financier quoi, 12,60, ça c'est le niveau weekly, mais en intraday peut-être même être plus serré dans la gestion de son risque. En tout cas, c'est le niveau, voilà, c'est le niveau, c'est la ligne de tendance. C'est celle dont je parle depuis le début de la semaine, donc je ne vais pas me cacher, hein, je la montre ici en gros. Et puis après, bien sûr, que les décisions d'investissement vous appartiennent totalement. Voilà donc pour mon tour d'horizon des actifs majeurs. Maintenant, je vais me reporter à toutes vos questions. Le Bund est-il toujours à vendre? Alors moi, je ne vends pas le Bund, hein, j'ai cessé de l'acheter, c'est pas pareil, mais je ne l'ai pas vendu pour autant. Le FTSE a longtemps bénéficié de la faiblesse de la livre sterling, mais là le FTSE il profite surtout de sa composition. Donc oui, le FTSE peut remonter à 6400 points, j'y crois aussi, sans difficulté. Alors un instant, voilà, donc je continue de lire vos questions. Je continue de lire vos questions. Alors attends un instant. Faut-il shorter le DAX à 10 000? Bon, faites ce que vous voulez, c'est un niveau rond, après, moi je le ferai pas. Le GBP Yen remonte
tout comme les paires en yens. Et alors, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Regardez, moi je vous montre le GBP yen, le RSI H4, le fameux RSI H4. Il est haussier, tout comme ceux des indices boursiers. Ça va continuer de monter. Il y a encore du potentiel sur le momentum. En données journalières, la résistance, basée sur le cours de clôture du plus bas du 24 février, elle est à 156,18. Donc oui, le GBP yen peut facilement gagner 60-70 pips de plus. Autriche, faillite d'une banque. Alors, l'Autriche est un peu comme l'Italie, il y a beaucoup de banques régionales qui sont en difficulté. Et mon avis sur le gold, eh bien, mon avis reste haussier sur le gold, de manière générale, au-dessus des 1200 $. Voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc moi je vous retrouve à 14h15 pour les ventes au détail aux États-Unis. On suivra énormément les paires en dollars, on suivra l'euro dollar, on suivra le GBP USD, l'USD CAD cet après-midi. On va se préparer pour la Banque centrale du Canada. Et puis, compter toujours donc sur la transparence de nos émissions. Gardez le cap haussier sur les indices boursiers qui se projettent sur Doha dimanche prochain. Merci à tous, bon appétit et donc rendez-vous à 14h15.